Je suis Christian François, architecte, enseignant, mais aussi peintre, écrivain. Un des points importants du projet, il y avait la rivière Lornain qui bordait le terrain qui était proposé. Donc on a essayé de se rapprocher le plus possible de ce lien et de construire un projet qui reflétait, je pourrais dire, la problématique du lieu. C'est-à-dire d'un côté, une façade nord-est assez peu typée, auquel on va donner beaucoup de caractère, et puis une façade sud-ouest qui est très paysagère et qui va donner sur l'Ornain. Il y a l'idée que la proposition va qualifier le lieu. J'avais commencé des études au lycée Poincaré, qui est un des grands lycées de Nancy. Et puis, à partir de la seconde, je prouvais une certaine attirance pour tout ce qui était technique et tout ce qui était concret. En fait, j'avais envie de faire les écoles d'art, une école d'art à Nancy. Finalement, l'idée d'avoir une formation très physique, enfin très lié à la physique, à la réalité matérielle des choses, m'intéressait. Donc j'ai fait des études dans un lycée technique en sortant comme commis d'architecte en fait, avec une qualification sur l'architecture. Mais mon but était toujours de faire de l'art, enfin d'avoir une formation artistique à l'école d'art. Et sur le conseil de mes parents, ils m'avaient conseillé de faire plutôt de l'architecture en me disant « tu pourras toujours peindre ou écrire en étant architecte ou en collaborant avec des architectes ». Et l'inverse n'étant pas possible. L'inverse n'étant absolument pas possible, on ne peut pas construire ou réaliser des choses en étant peintre. Et ces études m'ont vraiment beaucoup appris sur la matérialité des choses, sur la mise en œuvre. À la fin de ces études-là, j'ai voulu continuer à faire réellement l'école d'architecture et être architecte. Il faut dire que j'avais en même temps une pratique du design qui est quand même assez étonnant. Avant l'architecture. Avant l'architecture, oui, oui. J'ai créé comme ça des objets, des outils de jardin, des luminaires chez un designer. Et ça a d'ailleurs permis de financer en partie mes études à l'école d'architecture. À l'époque, on pouvait travailler un peu, pas à mi-temps, mais un bon tiers de temps à l'extérieur dans une formation, quoi. Alors ça m'a donné beaucoup le goût du détail, du mode de production des objets et surtout de leur conception, quoi. Oui, de leur matérialité aussi. Leur matérialité, bien sûr, parce qu'il y a les outils de production même qui rentrent dans le processus de conception. Finalement, tu partirais presque de la matérialité et tu remontes vers la conception, on a l'impression. Oui. Et puis on part de l'objet pour aller plus dans son environnement, y compris culturel. Tu m'avais dit que tu avais fait un stage où tu avais travaillé plusieurs années chez Henri Prouvé. Oui, tout à fait. C'était dans cette époque-là? C'était cette époque-là, lorsque je voulais faire des études techniques. Il y avait des stages qui étaient organisés. J'avais travaillé chez Henri Prouvé, j'en garde d'ailleurs un très bon souvenir, et on avait toujours gardé d'excellents rapports quand on se rencontrait. Mais ça, c'était juste avant mes études à l'école d'architecture. Oui, parce que alors, chemin faisant, tu veux continuer. Je veux continuer, absolument. Mais qu'est-ce qui, au-delà justement de qu'est-ce qui interpelle le jeune étudiant que tu es, au-delà de la formation technique, qu'est-ce qui l'interpelle dans cette école d'architecture? Je rappelle, c'est 71, 70 70, 76. Voilà. Qu'est-ce que tu vas chercher à ce moment-là dans l'imaginaire? Il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est une ouverture justement, et peut-être même une mise à distance de la technique. C'est-à-dire que la technique, il est important de la connaître, de vraiment la vivre, et puis en même temps d'en prendre une distance critique et d'avoir un recul par rapport à toute cette efficacité, je dirais. Et ce que je cherchais dans les études d'architecture,
Et j'ai eu une chance extraordinaire, parce qu'en fait, c'était juste après la réforme des Malraux des études d'architecture. Ouais. Et c'était une nouvelle pédagogie qui était d'ailleurs dirigée par Jean-Pierre Éperon. Et ça m'a donné une ouverture d'esprit et ça m'a complètement enthousiasmé. Alors, dès les premières années, j'avais peut-être une expérience sur la figuration graphique, sur le dessin, sur la géométrie descriptive, enfin sur un certain nombre d'outils qui sont importants pour l'architecture, mais pour l'architecte. Mais il y avait toute une dimension de la conception et de la culture que j'ai trouvé avec beaucoup de bonheur dans l'enseignement de l'école d'architecture, qui était d'une très grande richesse. Et avec peut-être quelque chose qui vient de ta culture avant l'école, qui est lié à l'Italie. Oui, j'ai des racines italiennes très, très fortes, puisque je l'ai chaque année en Italie, plusieurs mois. Et j'ai toute une partie de ma famille du côté de ma branche maternelle, et encore aujourd'hui d'ailleurs, qui est italienne. Et en Italie, il y a cette culture à la fois de l'art, de l'architecture, du design, de l'objet, du lieu, et aussi une approche théorique qui était importante. Donc j'avais aussi des amis qui faisaient leurs études à Milan, au Polytechnique de Milan, comme architecte. Et tout ça, ça donne des échanges et aussi un appétit voilà, qui était là, et dont j'hérite. C'est très très riche. D'autant plus qu'en Italie, il y a énormément de publications. Je parle italien couramment, donc je pouvais lire les publications italiennes sur l'architecture, qui étaient beaucoup plus riches que celles qu'on pouvait trouver en France, quoi. En France, on se limitait à une ou deux revues. Là-bas, il y avait des vraies monographies, des vraies études sur différents architectes, très important pour moi. Et je gardais toujours cette idée de continuer à écrire et à dessiner tout en faisant mes études à Nancy. Alors l'écriture, tu parles d'écriture, il y a aussi, au-delà de la peinture, il y avait aussi, je ne sais pas si c'est une vocation, mais en tout cas un plaisir à écrire. Il y a un plaisir à écrire, mais il y a d'abord un plaisir à lire, parce que c'est lire d'abord les auteurs, notamment les poètes, aussi bien des poètes classiques, du Belay, que des poètes plus récents comme Louis Aragon. Alors ça, c'est sans doute un héritage de ma formation au lycée Poincaré, cet appétit de lecture et de connaître mieux la littérature, mais plutôt sous l'angle justement d'une chose qui est construite, qui est fabriquée, qui est vraiment une écriture, plus qu'une culture encore. Ça devient une culture au fur et à mesure, mais c'est d'abord, je le regardais avec un regard de compositeur, je dirais, en me mettant à l'écoute, quoi. Et ensuite, cette dimension-là, elle apparaît après dans une production personnelle, une envie d'écrire ou de coucher sur le papier un certain nombre de choses. D'accord. Et il apparaît donc un parallèle que tu as sûrement travaillé ou développé entre l'écriture, tu l'as dit, l'écriture des mots et l'écriture des espaces, non ? Tout à fait, oui. C'est quelque chose que tu vas poursuivre dans tes études, y compris... avec ton diplôme ? Avec mon diplôme, effectivement. C'est-à-dire que pendant mes études à l'école d'architecture, sous la direction d'Éperon et de Philippe Boudon, avec Stanislas Fischer, je faisais beaucoup de projets. Enfin, j'étais considéré comme un des étudiants qui était très à l'aise dans les projets et qui produisait très facilement les projets. Et au moment du diplôme, j'ai souhaité aussi là prendre un peu de recul, comme je l'ai pris aussi pour le dessin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'aperçoit que être trop habile dans le dessin peut aveugler plus qu'être un outil. Donc j'ai toujours cette idée d'une distance critique, d'un regard un peu distancié, qui permet d'avoir une vue plus large sur ce qu'on produit et sur ce qu'on fait. Et mon diplôme, j'ai souhaité faire un parallèle entre l'écriture poétique, en m'appuyant sur les textes de Louis Aragon, puisqu'on avait des amis communs, un ami commun, Bernard Wargafting, qui était un poète assez connu dans l'école de Louis Aragon, et la conception architecturale, et les deux se mettant en parallèle, quoi, comme deux choses qui sont finalement produites par
par l'intelligence conceptuelle et par l'écriture. Et ça me faisait aussi réfléchir sur l'importance que l'écrit peut avoir dans la conception même des espaces. C'est-à-dire non seulement en les nommant, bien sûr, ou en les décrivant, mais ça, je dirais, ce serait le degré zéro, mais sur ce qu'ils peuvent, sur un outil de recherche, voilà. L'écriture comme outil de recherche de la conception, et avant même de définir de manière morphologique les espaces, essayer de trouver leur identité, de trouver le fil conducteur d'un projet, qu'est-ce qui fonde la démarche d'un projet. D'accord. Et le diplôme s'appelait, le nom du diplôme? Le diplôme s'appelait Poème Projet, avec une mise en parallèle complète entre l'écriture poétique et l'écriture d'un projet. Et un diplôme que tu passes avec donc Philippe Boudon, oui. Une autre des grandes personnalités de l'école. On reviendra un peu peut-être sur Jean-Pierre Éperon, mais une des grandes personnalités de l'école, tu le passes en 76. Oui. On peut peut-être parler un petit peu de qu'est-ce que t'apporte Philippe Boudon, parce qu'il est quand même à la tête d'une pensée importante qui s'appelle l'architecturologie. Comment voilà, cette pensée, toi, va atterrir, influencer ta trajectoire ou pas? Oui, si, c'est important. Alors au début, je choisis Philippe Boudon comme directeur d'études, c'est ce qu'on appelait ça comme ça, disons, celui qui dirige l'étudiant dans sa recherche du diplôme. Et Philippe Boudon était persuadé que j'allais faire un projet, puisque j'étais connu pour celui qui produit assez rapidement des projets. Et je dis à Philippe Boudon que, en fait, c'est l'architecturologie dans l'idée même de concept, de réfléchir à la manière dont est conçue l'architecture, à la fois du côté des architectes et du côté aussi de ceux qui l'aperçoivent ou qui la critiquent. Et c'est sur cette idée de l'architecturologie qui n'est, sans être architecturologue ou sans avoir une position théorique de ma part, mais c'est quelque chose qui alimente ma réflexion, notamment sur l'idée des échelles, les échelles multiples de la ville de Richelieu, par exemple, ou sur l'espace architectural. Voilà, deux livres assez fondateurs sur ce que peut être l'architecture, qui est autre chose que simplement la matérialité des édifices, même si ça passe aussi par la matérialité des édifices. Tu as connu une activité pédagogique qui a été très connue à l'école d'architecture, qui s'appelait le séminaire esquisse, inventé et mené par Jean-Pierre Éperon. Peut-être que tu peux nous parler un petit peu de cette aventure, enfin de cette expérience. Séminaire esquisse, ça intrigue un peu. C'était quoi finalement? Séminaire esquisse, c'était assez extraordinaire comme outil pédagogique, puisqu'en fait, toute une classe, d'ailleurs c'était un enseignement qui était considéré comme un point de passage obligé à l'époque. J'ai connu aussi comme membre du jury du séminaire esquisse. C'est-à-dire qu'on a plusieurs groupes d'étudiants, on divise les années. À l'époque, on était entre 50 et 60 étudiants, on les divise par petits groupes. Par promo. Par promo, bien sûr. Oui. Et on les divise en petits groupes, et chaque petit groupe est encadré par un enseignant sur un thème de projet à des échelles très différentes. Ça peut être élaborer un plan de masse dans un quartier urbain, ou ça peut être construire un édifice dans telle situation, avec des programmes très différents. Et chaque étudiant, après, affiche une esquisse de projet. Et là où c'est formidable, c'est que cette esquisse, elle est réfléchie en fonction d'une problématique. Et il y a un affichage sur l'ensemble des projets de l'année, et il y a un commentaire, mais qui n'est pas fait par l'étudiant. C'est-à-dire l'étudiant n'est là que pour écouter ce que l'on dit de son projet, et on voit un jury composé de 5-6 enseignants fonctionner. Et la dimension pédagogique, c'est que l'étudiant comprend comment un jury fonctionne par rapport à une proposition, qui est ou lisible ou pas lisible, qui est argumentée ou pas argumentée. Bien sûr, celui qui avait dirigé l'esquisse qu'on est en train de corriger essaye d'argumenter pour avoir effectivement
une problématique qui est enrichie et faire en sorte que cette esquisse soit choisie. Ouais. On choisissait, je ne sais pas, 5 ou 10, je ne me rappelle plus exactement, mais une dizaine de projets qui étaient considérés comme exemplaires et d'autres qui étaient considérés comme hors sujet, disons, ou pas assez exploités, pas assez explicites, quoi. Et ça pouvait passer par des moyens de représentation très très différents. Il n'y avait pas forcément... Bon, il y avait quelques règles communes, mais on pouvait s'exprimer graphiquement tout à fait librement, quoi. Mise en scène pédagogique du jury. Oui. Et qu'est-ce que Jean-Pierre Éperon jouait comme rôle là-dedans? Il était plutôt avec les étudiants ou il était avec le jury? Non, il était de quel côté de la scène? Comme un président de jury. Il présidait le jury, mais il n'intervenait pas tellement dans les argumentaires. Il laissait les gens argumenter, des fois avoir des débats contradictoires. D'accord. Et après, il pouvait donner sa position et influencer fortement le choix. Okay. Mais il restait toujours quand même avec cette idée qu'il y a un président de jury qui est en fait le commanditaire, qui va lui décerner, mais c'est tout le fonctionnement du jury qui est passionnant, parce que ça crée des débats, des fois contradictoires même. Il y avait des vraies tensions parfois entre les enseignants qui défendaient des points de vue ou d'autres. Et surtout, ça montrait aux étudiants comment fonctionnent réellement les enjeux dans un jury, les enjeux de projet. C'est-à-dire qu'on pouvait mettre l'accent sur tel ou tel aspect d'un projet, quoi. Donc ça donnait toute une palette. On voyait la réception de son esquisse et finalement comment elle a été, j'imagine, déconstruite et reconstruite par un jury dans le but de se l'approprier. Tout à fait. Et alors, il faut avoir en tête, donc tu es diplômé en 76, hein, c'est aussi la loi sur l'architecture, un an après. Oui. Ce sera bientôt l'ouverture des concours. J'imagine que cet enseignement séminaire esquisse vous prépare à l'activité de concours d'architecture. Prépare d'une part à la conception de ce qu'est le projet d'architecture dans un sens large, et aussi effectivement à une capacité à argumenter et à poser des fondements sur l'intelligence d'un projet et sa stratégie. Il y avait une dimension stratégique très, très efficace. On part d'une formation, enfin en tout cas on parle d'un désir de peintre. On passe par une formation technique dans laquelle j'avais lu que tu n'hésites pas à parler d'esthétique industrielle aussi. Tout à fait, oui. Parce qu'on ne parle pas de design à cette époque-là, on parle d'esthétique industrielle. J'allais voir des conférences de Jean Prouvé, de Patrick, qui était coloriste, et bien sûr de grands designers, mais italiens, que j'avais l'occasion d'aborder dans les publications. Et tu as le souvenir d'une réalisation justement industrielle qui t'a marqué dans cette œuvre avant d'arriver à l'école? Parce que finalement, tu as réalisé déjà un peu une œuvre. Tu as le souvenir de quelque chose qui t'a marqué dans cette... Alors, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on produisait des objets. On avait des clients réels, d'ailleurs. C'était tout un dialogue avec le client, ses moyens de production, ses objectifs, le prix, très important aussi. Mais ce n'était pas seulement les objets, c'était aussi toute l'image que l'objet pouvait, toute l'image culturelle qui gravite autour de l'objet. Ça, c'est très, très important. Et là, tu rencontres tout un univers italien aussi avec les... Exactement, exactement. Oui. Et ça allait jusqu'à la typographie. On faisait des recherches de logotypes, de dénomination de l'objet, parce que les objets, on les nomme. Bon, c'est pas du tout pareil. Et parmi les objets, il y avait des appareils d'éclairage public, des outils de jardin, du mobilier, des agencements intérieurs. Est-ce que parce qu'on en parlera après, le matériau vert, hein, qui est un matériau qui va t'accompagner pendant ton œuvre, est-ce qu'il est déjà présent dans ce Christian François, je dirais, designer industriel à l'époque?
Il vient un peu plus tard, je crois. Il vient plus tard et il vient plutôt lié à l'idée de la lumière, des espaces et de la lumière. Oui, donc finalement, grâce à l'architecture, on pourrait grâce à l'architecture, tout à fait. Pas objet. Et de l'architecture, ça repasse vers la matière, une des matières qui est la plus étrange et la plus difficile. Ce que j'avais remarqué quand même, en étant enseignant dans l'école d'architecture, c'est que c'était un des matériaux qui était méconnu par les architectes, puisqu'on s'intéressait à ce qu'il permettait de voir au travers, hein, un objectif, mais on ne s'arrêtait pas sur cette surface qui était quasi, je pourrais dire, immatérielle, alors qu'en fait, elle a une très forte matérialité, et que c'était un des matériaux les plus évolutifs, même encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'entre le verre de 3 à 6 mm de nos anciens, et puis les verres qu'on a aujourd'hui, qui sont des complexes très techniques et très performants, avec des moyens de production extraordinaires. Et puis il y avait une autre caractéristique, et c'est là peut-être ça rejoint ta question. Le verre, c'est à la fois un matériau qu'on peut tenir dans la main, on tient un verre, qu'on peut avoir comme bijou, et en même temps ça peut être une façade d'un immeuble, ça peut être un événement urbain. Donc on franchit toutes les échelles avec ce matériau. Et donc il y avait à la fois la dimension de l'objet, la dimension culturelle de l'architecture en verre, qui est quand même, il y a de très très belles références. Hein. Et puis jusqu'à sa dimension urbaine et culturelle. Donc 76, tu passes ton diplôme avec ce très beau sujet, hein, poème, projet. Philippe Boudon peut-être n'est pas complètement persuadé ou tout de suite, mais voilà, en tout cas c'est fait. Et te voilà donc d'une part dans le monde du travail en tant qu'architecte, mais d'autre part, si je ne me trompe pas, tout de suite enseignant. Enseignant d'abord dans une école d'art. Voilà. J'ai passé un concours, j'ai été titulaire dans l'école d'art de Nancy pour enseigner. Enseigner le design, enseigner l'art aussi, et l'architecture, bien entendu. Mais je voudrais revenir sur Poème Projet, quelque chose qui ne se ferait plus aujourd'hui, qui était à cette époque déjà un peu atypique, je dirais, comme diplôme, c'est qu'il n'y avait pas de projet. Enfin, pas de projet au sens habituel du terme. Il y avait un projet culturel, conceptuel dans le mémoire du diplôme, mais il n'y avait pas d'éléments graphiques dessinés. Et ça avait un peu frustré certains membres du jury. Par contre, il y avait... Fischer faisait partie de mon jury, et Bernard Wargaftig faisait partie du jury, Claude-Henri Roquet... et Philippe Boudon, bien entendu. Un des premiers concours que tu gagnes, hein, c'est en 79 avec ce qui s'appelait à l'époque la DDE, la Direction départementale de l'équipement de la Meuse. Peut-être avant, c'est vraiment l'idée de la première œuvre, donc on va pouvoir en parler. Cette DDE, devenue DDT, Direction départementale des territoires, et qui aujourd'hui est labellisée architecture contemporaine remarquable. C'est un concours que tu fais avec Stanislas Fischer et puis Guy Priester. C'est une grande commande quand même pour un... C'est une grande commande. Oui. Alors, j'ai toujours deux choses importantes. C'est que j'étais très heureux que les commandes se fassent par concours à la suite de cette nouvelle loi. Et ça nous permettait de concourir, enfin de proposer nos candidatures, ce qui n'était pas toujours accepté, mais parfois. Parfois, c'était aussi des concours ouverts en plusieurs phases. Alors, j'avais par exemple fait le concours de la cité judiciaire de Draguignan, et on était arrivé entre 10 et 20e, dans le groupe juste avant la présélection des candidats. Donc, avec une esquisse, la réalisation a été faite par Yves Lion, et c'était une esquisse qui était assez proche dans ses fondements, je dirais, du projet lauréat. Donc ça m'avait beaucoup encouragé à continuer à faire des concours. Et il y avait aussi quelques petites commandes privées. En fait, ce que je comprends, c'est que ce système de concours, par le fait aussi qu'il établit un classement, te permet de savoir où tu en es, de te situer dans les réponses, oui, tout à fait. Et donc, c'est le deuxième ou troisième concours, c'est la DDE de la Meuse.
79, concours en 79 et livraison de l'édifice en 81. 81 et puis 83 la deuxième tranche. Alors c'est une véritable aventure effectivement, parce que bon, d'abord c'est la première réalisation, c'est quelque chose qui est très marquant, on veut tout mettre dedans, enfin on se donne en entier dans cette dimension-là. Alors la première chose quand même que je voudrais dire, c'est que j'avais dès le départ choisi de vouloir faire des équipements publics. C'est-à-dire de ne pas consacrer mon activité professionnelle à du privé ou à des commandes privées, mais essentiellement public, parce que précisément c'était ouvert à tout le monde et qu'on pouvait aussi visiter, et c'était au service d'un bien commun, je dirais. Donc la DDE de Bar-le-Duc était typiquement le type d'appel de candidature qui répondait à nos attentes. À tes valeurs même. À mes valeurs. Oui, oui, okay. Le concours, il y avait un programme, un édifice tertiaire. Et il y avait aussi des modèles un peu à la mode à cette époque-là, d'édifices tertiaires, avec des bureaux paysagers, des grandes façades entièrement vitrées, quelque chose qui ne nous satisfaisait pas. Donc, là encore, j'avais une dimension critique par rapport à la production habituelle. On voulait faire quelque chose de beaucoup plus réfléchi et qui mette plus l'accent sur la réinterprétation de ce qu'est l'architecture. Et d'abord, son inscription sur les lieux mêmes futurs de la construction, c'est-à-dire son implantation, et puis la manière de penser l'édifice. D'accord, parce que c'est un lieu particulier à Bar-le-Duc. Alors c'est un lieu particulier, c'est-à-dire que quand on est arrivé sur le lieu, j'étais un petit peu presque surpris et même déçu, puisque le lieu était très banalisé. C'était le lieu d'une ancienne fonderie, la fonderie Duren à Bar-le-Duc, qui a eu beaucoup de succès, mais qui a été complètement rasée, et on se retrouvait devant une sorte de terrain vague avec une possible évolution par la suite, mais bon, le lieu n'était pas assez caractérisé en lui-même, quoi. Mais il y avait quand même, et ça c'était un des points importants du projet, il y avait la rivière Lornain, qui bordait le terrain qui était proposé. Et cette rivière, elle traverse toute la ville de Bar-le-Duc, et c'est une sorte de lien qui, pour nous, était très, très important. Donc, on a essayé de se rapprocher le plus possible de ce lien et de construire un projet qui réfléchissait, enfin, qui reflétait, je pourrais dire, la problématique du lieu. C'est-à-dire, d'un côté, une façade nord-est assez peu typée et auquel on va donner beaucoup de caractère, et puis une façade sud-ouest qui est la façade arrière, qui est la façade arrière, voilà, qui est très paysagère et qui va donner sur l'Ornain. Le tout traversé par un grand hall et une passerelle qui va relier les deux berges de l'Ornain, et par là la ville ancienne de Bar-le-Duc et cette nouvelle zone d'activité. Donc il y a ce lien, ce premier lien. Et la recherche d'une identité du lieu, quoi. Ça c'est très important que l'architecture, le projet lui-même cherche à définir l'identité du lieu. Et pourtant, vous n'avez plus grand-chose, tu l'as dit, c'est un terrain vague, donc vous n'avez plus grand-chose pour... Comment vous faites alors? Il y a l'Ornain, mais... Il y a l'Ornain d'une part, et d'autre part, il y a l'idée que l'architecture peut contribuer à redonner une identité au lieu. Que l'édifice, la proposition va qualifier le lieu en lui-même. Voilà. Et notamment en ayant recours à nouveau à des savoir-faire qui sont propres à Bar-le-Duc. C'est une ville de pierre où il y a beaucoup de pierres, donc on va essayer de retrouver l'intelligence de la maçonnerie, l'intelligence aussi de la composition monumentale, je dirais presque un peu classique. Et là, on sent très, très fortement la culture italienne dans cette réalisation, surtout de la façade nord d'ailleurs. Et au contraire de s'inscrire dans je dirais presque, à l'époque on ne parlait pas d'écologie, mais d'une inscription paysagère dans le site du côté de l'Ornain. Tu parles d'une réinterrogation critique de la préfabrication lourde.
Tout à fait. Est-ce que tu peux... Voilà, oui, alors ça fait partie, je dirais presque d'une dimension de conception qu'on a sur aussi plusieurs échelles dans l'édifice. C'est-à-dire que je m'interrogeais sur l'idée de la mode, des matériaux ou des techniques qui sont à la mode et puis qui après sont périmés quelques années plus tard. Et finalement, j'avais une sorte de séduction pour les techniques plus anciennes, comme notamment la préfabrication lourde, mais la réinscrire de manière plus intelligente que simplement comme un moyen technique. C'est-à-dire aller au-delà, en faire vraiment un langage formel et retrouver au travers de ces techniques-là, mais il n'y a pas que celle-là, il y avait la maçonnerie, il y a les granitos, il y a les peintures, voilà, les pierres. Tout ça, ce sont des techniques anciennes, les pavés de verre, le staff, il y avait des voûtes de staff, toutes des techniques qui sont finalement passées de mode. Par exemple, le pavé de verre, plus personne n'osait employer des pavés de verre. La préfabrication lourde, c'était considéré comme quelque chose de presque industriel, sans architecture. Oui. Et comment redonner à ces techniques anciennes, enfin anciennes ou relativement anciennes, leur redonner du sens, quoi. Ça, c'était vraiment la préoccupation. Il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre d'une préfabrication lourde locale. Oui. Elle est locale. Elle est locale. Tout a été préfabriqué à Revigny-sur-Ornain. Ouais. On a aussi expérimenté la pierre en fond de moule. C'est-à-dire tout est moulé. Ouais. Donc ça a un énorme avantage, c'est que les choses sont... panneaux, c'est ça, ce sont des panneaux. Des panneaux qui doivent faire 3 mètres à peu près de large, sur la hauteur d'un étage. Et ce que je trouvais assez génial dans la préfabrication lourde, c'est que tout doit être prévu. Tout doit être conçu avant même la mise en œuvre. Et là, on retrouve l'esthétique industrielle. L'esthétique industrielle, parfaitement. On est dans un savoir-faire industriel, mais qui était un peu considéré comme purement fonctionnel. Enfin, bon, des panneaux porteurs purement fonctionnels. Là, on va essayer de leur donner, de les introduire dans une dimension architecturale forte, quoi, dans une identité. Et en étant obligé d'avoir tout un calepin de chaque panneau, de dessiner chaque panneau avec aussi ses variantes, ses répétitivités, les problèmes des angles aussi, comment ils s'assemblent les uns par rapport aux autres, l'idée du joint, le joint qui est assez fondamental dans l'architecture. Tout ça, c'est quelque chose qui peut se réinscrire dans une conception architecturale qui, elle, était tout à fait différente de l'utilisation habituelle du panneau béton brut. D'accord, et donc il y a des fonds de... Ces panneaux... C'est des panneaux d'habillage, il y a une structure de l'édifice. Le panneau est porteur. Oui, c'est-à-dire qu'il est porteur. En façade porteuse. Il est revêtu sur la façade nord des pierres de ville, les très belles pierres de maçonnerie qu'on trouve partout à Bar-le-Duc, mais aussi en Lorraine. La pierre noble, en fait, la pierre de ville. Et puis sur la façade arrière, il est revêtu de céramique très colorée. D'un verre, voilà, qui n'a pas pris un pli. Exactement. Et ce choix technique, je dirais, de réinterrogation de la préfabrication lourde fait que dès la conception, on est pratiquement sur le chantier. Enfin, il devait y avoir des prototypes, non ? Ça réactivait. Alors, il y a eu un prototype, bien sûr. Il y avait des prototypes, y compris de pièces d'assemblage. Pour vérifier la qualité, les modénatures, parce que tous ces panneaux-là, même les panneaux qui paraissent les plus sobres, en fait, cette technique crée une modénature en elle-même. Comment dire, à partir du moment où on est dans la préfabrication, finalement, on fait rentrer le chantier dans la phase conception, puisque j'imagine tu te rends dans l'entreprise pour valider des échantillons, valider des prototypes. Oui, et puis surtout dessiner chaque panneau, chacun des panneaux. On fait un véritable calpinage de panneaux. Et là, on retrouve d'ailleurs le savoir-faire d'un maçon qui fait des calpinages aussi bien de sol que de mur. Et tu m'avais dit que tu avais travaillé pour qu'il y ait un joint de 1,5 cm. Oui, exact.
entre les panneaux. Oui. Alors pourquoi? Parce que le joint habituel était de 2 cm. Et je trouvais que ce joint de 2 cm, alors ça c'était très intéressant parce que ça mêle à la fois la perception, la dimension technique de l'ouvrage. Le joint de 2 cm, je le trouvais très très visible, très omniprésent, un peu trop présent, je dirais. Le joint d'1 centimètre n'était pas suffisant pour assurer la parfaite étanchéité entre panneaux. Et on a mis au point le joint d'1,5 centimètre qui était, pour moi, visuellement très très satisfaisant, surtout aussi bien dans la dimension très proche du panneau, quand on est proche de l'édifice, que dans sa perception lointaine. D'accord. Peut-être qu'on peut parler un petit peu du plan de cet édifice. C'est un concours en plusieurs étapes, enfin en plusieurs phases. Oui, bien sûr. Oui. Alors c'est un des premiers projets où justement on peut voir aussi toute l'évolution du projet au fur et à mesure de son développement conceptuel. Alors on avait fait le rendu sur ces feuilles A3. Là aussi c'était une manière de se démarquer par rapport aux grands panneaux de A0 qui étaient souvent proposés dans les jurys. Et c'était sous forme de petits calepins. On avait fait en fait comment dire, un cahier de plusieurs A3 qui ramenait d'ailleurs à toute une dimension conceptuelle et presque à la dimension, je dirais, littéraire aussi. Donc on avait choisi un papier qui permettait de passer dans une photocopieuse et à l'époque on dessinait tout à la main. Et la première chose c'est déjà une sorte de tracé sur l'ensemble du terrain. Le terrain qui nous est donné, on le divise avec un tracé régulateur. L'Ornain est ici. D'accord. Voilà la passerelle qui le traverse. Donc cette passerelle, elle part depuis la rue, nouvelle avenue. Depuis la nouvelle rue, et elle se prolonge complètement jusqu'à l'autre auberge. C'était aussi une manière de lier les lieux. Et la particularité du programme, c'était que le programme était fait en 3 tranches qui devaient être fonctionnelles, indépendamment les unes des autres. Donc une division déjà de 3 blocs, 3 parties d'édifices, et se rapprocher le plus possible de l'Ornain pour ancrer, je dirais, l'édifice. On voit très bien sur le tracé qu'il y a d'un côté une géométrie très, très réglée, je dirais, monumentale sur la façade nord, et au contraire quelque chose qui est, je dirais, à l'époque je prônait souvent l'image d'une géode. On a d'un côté quelque chose de lisse et après une sorte d'éclatement qui correspond aussi à 2 choses. D'une part, une façade nord n'a pas la même lumière qu'une façade sud, c'est évident. Et la façade sud a beaucoup de lumière et demande des décrochements beaucoup plus importants, enfin des reliefs plus importants pour être bien lisibles, alors que la façade nord, un simple petit décalage de 20-30 cm en tout de suite une liberté d'approche. L'autre chose sur la préfabrication aussi, ça m'a échappé, mais ce qui était intéressant, c'est qu'on retrouvait une des doctrines qui était à la mode dans les années 60, c'est que dès la construction d'un édifice, dès ses premières choses, l'édifice doit être parfait, ou parfaitement parfait au sens fini, parfait, dans ce qu'il est fait, quoi. Il n'y a pas un moment où on le termine en le peignant ou en l'enduisant, etc. Et ça nous plaisait beaucoup parce que avec la préfabrication, on avait tout de suite cette idée que dès les premiers panneaux, l'édifice était déjà là. Elle était déjà là et parfaitement finie. Et au fur et à mesure, elle se complétait. Et c'est quelque chose une première expérience qui m'a beaucoup marqué. Qu'on retrouve d'ailleurs à l'école d'architecture. Qu'on retrouve à l'école d'architecture de Nancy, aussi, tout à fait. Une fois que la grosse œuvre, comme on dit, est faite, l'architecture est là. Absolument. Et même, je dirais, en cours de construction du gros œuvre, elle est déjà là. Oui, parce que alors sur la DDT de la Meuse, il y a aussi une sorte de, je ne sais pas si on peut appeler ça une ruine à l'envers, mais
on sent que ça se déconstruit. Oui, ou ça ne se construit plus. Ça se construit plus. Ça pourrait continuer à se construire éventuellement. Oui, ça pourrait être en attente d'une... C'était pensé comme ça, comme quelque chose qui pouvait être en attente, qui pouvait se compléter éventuellement. Bon, ça, c'était peut-être une pensée utopique, mais c'était aussi le signe de construction, déconstruction, en quelque sorte. Enfin, déconstruction au sens intellectuel du terme. D'accord. Et puis c'était aussi montrer, alors quelque chose aussi qui est très très important, c'est montrer la matérialité, la tectonique du processus, c'est-à-dire montrer comment les choses se construisent, parce que quand justement la façade est parfaitement fermée, on ne voit pas très bien comment elle se construit. Par contre, quand sur la façade arrière, on voit les panneaux, on voit la liberté de panneaux, on voit leur dimension, leur échelle, et ça permet d'avoir aussi de visualiser le processus constructif, le processus, la matérialité. Et pour un jeune architecte, c'est être sur le chantier, sur ce chantier, ça... c'est formidable. De toute façon, on mitraille toutes les différentes photographies. Tout est photographié depuis les premières fouilles de fondation, les bétons de propreté, les premiers ferraillages, jusqu'à l'arrivée des premiers panneaux qu'on avait déjà vus d'ailleurs en production industrielle. D'accord. Et l'édifice a été... la réception de l'édifice par ses occupants, tu en as un souvenir ça c'est bien... Enfin voilà, ils ont apprécié Ah oui, c'était très très apprécié dès le départ. Ouais. Oui. Oui, oui. Il faut dire que l'édifice, il est bien adapté aux orientations solaires, aux lieux proprement dit. Et notre difficulté, c'était de rendre fonctionnelles les différentes parties. D'ailleurs, la troisième n'a jamais été construite. La troisième tranche n'a jamais été construite. Mais la première tranche devait pouvoir fonctionner en autonomie complète lorsqu'on construisait et qu'on continuait à construire la deuxième tranche. Et finalement, c'est le hall central qui a été construit en dernier, qui a permis justement cette mise à disposition de la première tranche pendant le chantier de la seconde. Mais il y avait une chose aussi qu'on tenait beaucoup, au même titre que l'édifice doit bien être inscrit dans son lieu, je dirais les différents lieux du programme doivent être identifiés clairement et avoir leur propre caractère. Donc chaque programme, chaque unité fonctionnelle du programme occupait un étage et était disposée autour d'éléments structurants et identifiants, ce qui fait que les gens ne se trouvaient pas dans un espace banalisé, mais au contraire dans des lieux très caractérisés. Et je crois que ça a été très apprécié. D'accord. Et pour autant industrialisé. Et pour autant industrialisé. Mais à la limite, l'industrialisation s'efface complètement. C'est comme la technique, quand elle est parfaitement bien maîtrisée, elle s'efface. Et ce qui ressort, c'est l'agrément des lieux, leur qualité de lumière ou d'espace. Et les gens se sentaient libres. On faisait aussi très attention au choix de parcours. Au choix des parcours, qui n'est pas un parcours obligé, mais avec les règles de sécurité bien sûr en plus, mais qui est plusieurs choix de parcours pour atteindre un point à un autre. Et tout ça, ça donne une sensation de liberté et de bien-être. C'est une de nos caractéristiques par la suite qu'on aura dans notre production, c'est essayer de créer des lieux de bien-être. En fait, c'est se sentir bien dans une architecture, c'est finalement l'aboutissement, sa finalité réelle. Et à partir de là, on rejoint la fonctionnalité. C'est ça qui est drôle. C'est-à-dire qu'en ne partant pas sur uniquement une sorte de focalisation sur le fonctionnalisme, mais bien plutôt sur l'identité des lieux, on rejoint quelque chose qui est beaucoup plus fonctionnel, puisque les gens s'y sentent bien, s'inscrivent dans des espaces agréables. Et du coup... En visitant l'édifice, j'ai été frappé par deux choses que j'ai traduites par ces mots. C'est la notion de récit de l'architecture, de le récit que construit l'architecture, et même la notion d'humour que transporte l'architecture.
Parce que là, on a beaucoup parlé de la préfabrication, hein, mais quand on rentre dans l'édifice, on se rend compte qu'il est plein de petites citations. Oui, beaucoup de références. Plus ou moins compréhensibles, énormes, mais elles sont là. Donc, quel a été tout ce travail? En fait, l'idée du récit, ça rejoint la thématique de mon diplôme d'ailleurs, hein, sur le poème-projet. L'idée du récit, c'est effectivement composer aussi un langage. C'est-à-dire l'architecture, elle a son propre domaine culturel en elle-même, et elle peut s'auto-référencer et construire en elle-même un récit. Alors il y a cette idée du récit, mais il y a aussi cette idée de l'humour que tu as perçu. C'est-à-dire ce récit n'est pas un récit magistral, dogmatique, mais il est au contraire fait de petites approches, de subtilités et de références à d'autres architectes du passé. C'est des fois très subtil, c'est des fois sur des petits détails, et aussi sur des modes de pensée, l'architecture ou les objets. Par exemple, tu as réutilisé pour introduire la mémoire de la fonderie. Des pièces de fonderie qui formaient le garde-corps d'un escalier de service, enfin des deux chiffres de l'escalier, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Qui est supporté par des pièces de fonderie en un clin d'œil au passé récent de la fonderie du Rennes. Que tu avais trouvé sur place ou que tu as... Non, il n'y avait plus rien sur place, mais on a retrouvé dans une autre fonderie de Meuse des pièces qui étaient comparables, quoi. Il y a aussi, quand on rentre, cette loggia, ou non, ce balcon en surplomb sur l'entrée. Qui est un balcon en pierre, avec des balustres tournés. Mais qui vont se construire, et se déconstruire, se construire. On va montrer le processus de construction du balustre lui-même, au départ dans son épanelage, je dirais, et puis au fur et à mesure, on le voit en tournant à aboutir à sa forme habituelle de balustre. Oui, c'est une manière avec beaucoup d'humour, de dire on n'est pas dupe, que c'est un collage. Avec ce collage, il montre en fait un processus de production d'un sculpteur sur son balustre. Qui passe. Et ce balcon, il n'est pas anodin. C'est le balcon du service départemental d'architecture. Donc de l'architecte des bâtiments de France. De l'architecte des bâtiments de France. Voilà, c'était aussi c'est aussi une double fonction, parce qu'il joue aussi un rôle de signalétique avec son humour, bien sûr. Il y avait beaucoup d'humour dans les services départementaux d'architecture. Et ça avait été très apprécié d'ailleurs de l'ABF de l'époque, qui avait vraiment aimé les lieux. Et c'était aussi, quand on rentre dans le hall, immédiatement on pouvait désigner, si quelqu'un cherchait le service départemental d'architecture, la personne qui était à l'accueil, à la banque d'accueil, pouvait lui dire c'est au premier étage, vous voyez, là où il y a le balcon, par exemple. Quand tu livres ça en 83, c'est l'époque où les ABF et les DDT sont dans le même ministère, ce qui fait qu'elles sont dans le même édifice, dans la même architecture. Voilà, comment à un moment, l'architecte des bâtiments de France, dans cet édifice qui est plutôt lié à de la préfabrication lourde, à peut-être une autre manière d'envisager l'architecture, va introduire avec toi ou quelque chose d'autre, comme une espèce d'élément étranger, mais en même temps parfaitement intégré dans l'architecture. Oui, ce qu'on souhaitait, c'était déjà ne pas avoir tout le temps des circulations axiales avec des bureaux de chaque côté, mais au contraire, là, on avait une galerie large qui faisait 3 mètres de large, hein, et qui côtoyait les fenêtres vitrées du patio central. Donc ça donnait déjà une lumière à cette déambulation, en quelque sorte, puisque ça se prolongeait jusqu'à la façade est. Et ça caractérisait beaucoup les lieux, puisqu'on avait aussi des voûtes de staff qui permettaient d'avoir un éclairage indirect. Et ça donnait un petit clin d'œil à ce qu'était la déambulation à l'intérieur d'un édifice. Là, on est presque dans une ironie par rapport au XVIIIe siècle, quoi. Oui, parce que des voûtes, c'est pas anodin. Vous aviez introduit des voûtes. On avait introduit des voûtes d'arête en staff.
D'accord. Mais des voûtes non porteuses. Hein. C'était une sorte de paralume sur de l'éclairage indirect, mais ça caractérisait toute une ambiance et ça plaisait beaucoup à l'architecte des Bâtiments de France de cette époque-là. Ça lui donnait un caractère d'un lieu, un clin d'œil sur ce que l'architecture contemporaine, l'architecture actuelle pouvait avoir en référence à des modes de composition plus anciens. Quoi. Oui, et tu arrives dans ton projet, dans cette réalisation, finalement, à accorder deux modes. C'est une seule œuvre, c'est la tienne avec Stanislas Fischer et Guy Pristière, mais tu arrives à accorder plusieurs éléments disparates, finalement. Exactement. Et même à en faire quelque chose, c'est au travers de ce que j'appelle le récit, mais en faire quelque chose pour le... Oui, mais on retrouve exactement dans la composition littéraire ces éléments-là. L'unité ne se fait pas par la monotonie technique ou par l'uniformité des espaces, mais au contraire par des choses qui se concatenent les unes par rapport aux autres et qui forment un paysage à l'intérieur même de l'architecture, avec l'idée d'une déambulation, l'idée de... Bon, il y a aussi toute l'idée de la promenade architecturale, ça avait été déjà développé. Est-ce que c'est cette idée de diagonale? L'idée de la diagonale, l'idée aussi des circulations verticales, puisqu'on a deux ascenseurs jumelés, mais qui sont vitrés. Et je vais faire appel à un grand maître verrier de Nancy, de la famille Benoît, pour créer des vitraux et là aussi caractériser cet espace, l'escalier semi-hélicoïdal. Et tout ça donne des parcours où il y a à la fois de la découverte et en même temps, je dirais, l'idée de départ, c'était que ça pouvait se sédimenter dans une image de l'édifice, que les choses se sédimentent, se concatènent et donnent finalement une identité à l'édifice. Alors peut-être c'est aussi le rêve d'un jeune architecte de vouloir tout mettre dans son premier projet. Ouais. J'ai pas de regrets là-dessus. Ça a été une expérience très très riche. Les usagers sont toujours, que j'ai eu l'occasion de rencontrer récemment, sont toujours assez... Ah oui, j'ai toujours d'excellents retours. Et moi, je vais très souvent revisiter les édifices que j'ai construits dans toute ma carrière. Et je suis toujours très attentif à comment ils sont vécus, mais pas seulement immédiatement après, parce qu'il y a le côté neuf, innovant, etc., mais 10 ans après, 20 ans après. Et c'est aussi l'idée que ces espaces donnent l'architecture et de l'ordre un peu d'une forme de pérennité dans ces espaces, avec des usages très différents. C'est d'ailleurs, il y avait aussi un enseignement de Jean-Pierre Epron là-dessus, qui comparait souvent des architectures fonctionnalistes, soi-disant polyvalentes, à des immeubles du 19e siècle. Et il nous montrait, avec démonstration à l'appui, puisqu'on était chargé de faire des projets de reconversion avec un programme donné sur l'un comme sur l'autre, que l'architecture des fois du 19e siècle, qui apparaissait comme très figée, très construite, très composée, était des fois beaucoup plus flexible que l'architecture qui était considérée comme flexible, mais qui en fait des fois... butait sur la position d'un escalier ou d'un bloc sanitaire. Il y a cette idée qu'au fond, les choses peuvent se réapproprier tout en gardant leur qualité initiale. C'est une dimension qu'on va retrouver après dans votre œuvre, qui est celle justement de l'existant et de la transformation du rapport à l'existant et de l'intervention dans ce qu'on appelle l'existant, y compris même le patrimoine ou le monument. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas à la DDE de Bar-le-Duc, mais qu'on va trouver après. Oui, c'est ce que je disais. J'avais été déçu la première fois que j'ai vu le terrain, qu'il n'y avait aucun reste, aucun héritage de son site antérieur. Conceptuellement, on a essayé de faire le plus possible de liens avec l'identité de la ville de Bar-le-Duc, son savoir-faire sur les matériaux, sur la mise en œuvre, un mot très important pour nous à l'époque, et toujours aujourd'hui.
Et après, par la suite, je me suis beaucoup passionné pour la reconversion, justement, pour le réemploi, le riuso, on dit en italien. Et ça remonte à très loin, puisque Alberti disait déjà dans son ouvrage « Ne te hâte pas de détruire ». Ne te hâte pas de détruire, examine déjà les choses sous peine de se pénaliser. Et comment un édifice peut se reconvertir intelligemment en prenant en compte, alors là, quelque chose qui va rejoindre aussi la dimension littéraire, c'est l'histoire de l'édifice, l'histoire de la construction elle-même, comment on peut la mettre en valeur en tant que patrimoine et en même temps l'actualiser en tant que nouvelle réalisation, actualisation d'une réalisation. Oui, et là, dans ton travail avec Patricia Henrion, puisque après l'expérience de Bar-le-Duc, tu vas fonder une agence avec Patricia Henrion, vous allez travailler 40 ans. Oui, oui. Et donc là, il y a... Tout un travail en commun. Voilà, il y a tout un partage de valeurs. Voilà, il y a le château de Courcelles, il y a l'hôtel de ville de Nancy, il y a la médiathèque de Nancy, il y a la faculté de droit de Nancy, un peu moins peut-être, mais c'est une extension. Enfin, on sent qu'il y a même... L'école de géologie, le conseil général. Le conseil général qui est le réemploi d'un hôpital militaire. Il y a Sainte-Chrétienne, les logements de Sainte-Chrétienne à Metz. Donc on voit vraiment que c'est... Sainte-Chrétienne, c'est l'ancien Carmel de Metz, donc dont on a retrouvé les espaces antérieurs. Oui. Ça rejoint une de mes réflexions aussi sur la définition de ce qu'est l'architecture. Dans l'architecture, il y a un radical qui s'appelle arché, qui est à la fois le commencement et en même temps l'antériorité. Ce qui dirige le projet au commencement et en même temps ce qui lui est antérieur. Et tout est toujours antérieur. Il y a quelque chose qui est toujours antérieur, même dans le plus vague des terrains. Même là, la ville de Bar-le-Duc, elle est antérieure à notre projet, l'Ornain aussi. Et alors, quand on a la chance, en plus d'intervenir sur des édifices existants qu'on va pouvoir reconvertir ou réactualiser, et en les mettant en valeur, c'est-à-dire en même temps, là, c'est un pari gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'à la fois l'existant historique va mettre en valeur la nouvelle construction ou les constructions complémentaires, ou voire même simplement la restauration, comme dans le cas du château de Courcelles, par exemple, on a très peu d'interventions. Et à l'inverse, les nouvelles interventions vont mettre en valeur l'héritage historique. Donc là, il y a une sorte de dialogue avec le temps et avec l'héritage qui reprend l'idée de l'arché comme ancien, comme quelque chose d'ancien, d'antérieur. Y compris d'ailleurs la conception des architectes qui nous ont précédés. Évidemment, moi j'étais très attentif aux architectes italiens. Je dirais par destination familiale. Mais je connaissais déjà très bien Carlo Scarpa ou Rogers. Albini, tout à fait. Oui. Ces architectes qui avaient aussi une très grande expérience d'intervention sur les antérieurs, puisqu'à la suite des destructions de la Seconde Guerre mondiale, tous ces architectes sont appelés à intervenir avec un regard neuf sur des édifices anciens, mais qui ont une très très forte valeur culturelle, et à définir l'identité de leur intervention et l'intelligence de leur intervention, là encore, qui va permettre d'actualiser les choses et d'enrichir. Ça voudrait dire que tu es un peu dans le travail de recherche d'une authenticité qui n'est pas que matérielle, mais qui est aussi conceptuelle. Absolument conceptuelle et culturelle, qui est des fois abstraite. Par exemple, pour le château de Courcelles, on a fait des recherches sur des anciennes peintures. On a enlevé 14 couches de peinture successives, comme ça, pour retrouver... Alors ça, c'était une grande surprise, pour retrouver ce qu'on détectait, parce je l'avais repéré avec un petit peu de discernement, mais sur une toute petite fraction, on a retrouvé les peintures d'origine du XVIIIe siècle. Donc c'est des fois simplement une peinture, et je le disais à mes étudiants, une simple peinture peut être un élément plus résistant et plus fort qu'un mur construit. Donc c'est aussi une manière de penser l'architecture autrement que dans sa
je dirais, dans sa réalité fonctionnelle ou matérielle. Ouais. Il y a toute une dimension de l'histoire, du patrimoine, du récit, effectivement, et de la transmission qu'on peut donner aux générations. Donc tu parlais de tes étudiants, et puis précédemment on parlait de l'école d'art de Nancy, donc il y a une carrière d'enseignant qui va suivre en parallèle ta carrière d'architecte. D'abord à l'école d'art, et puis après à l'école d'architecture. L'un et l'autre s'informent, et au moment où je passe le concours pour être titulaire à l'école d'art, je pose la question de voir est-ce que je peux continuer à enseigner dans une école d'architecture, parce que j'avais déjà des vacations, hein, mais je n'étais pas titulaire. Ouais. Alors on m'avait dit oh oui, c'est parfait, vous allez pouvoir faire dialoguer les deux écoles, et au contraire c'est très riche. Bon. Il se trouve que malheureusement pour moi, les deux écoles appartiennent à deux ministères à l'époque différents. L'un, l'école d'architecture, était de l'équipement et l'autre était le ministère de la Culture. Ouais. Bon, aujourd'hui, heureusement, tout est rassemblé dans le ministère de la Culture. Mais ces deux ministères différents, ça m'a obligé à un moment donné, au bout de 5 ans d'enseignement, à choisir un des deux, parce que c'est tombé sous le coup du cumul de rémunération sur deux ministères différents. Aujourd'hui, ça n'existerait pas. Et j'ai choisi l'architecture parce que peut-être c'est là où je me retrouvais le plus, bien que mon enseignement dans les écoles d'art m'apportait énormément. Ouais. Mais j'ai une vraie passion à transmettre et à enseigner. C'était vraiment quelque chose d'important pour moi. À la fois pour l'échange que ça suscite avec les jeunes, mais surtout pour l'idée de la pédagogie réelle, c'est-à-dire comment éveiller chez les étudiants l'enthousiasme de l'architecture. Oui. En 92, tu vas monter de toutes pièces un master cohabilité, VDA, Vert Design. Vert Design Architecture. Architecture. Il y a un mot qui est important, c'est design. On le retrouve, c'est pas pour rien. C'est un mot quand même qui avait complètement disparu dans les études d'architecture, puisqu'on considérait presque que le design c'était un métier, être designer c'était un métier différent de celui d'être architecte, parce que pas tout à fait mon opinion, puisque les premiers designers, que ce soit Behrens, étaient des architectes, hein, et que les architectes ont très souvent construit et conçu des objets. Il y a qu'à regarder Wagner, Otto Wagner, ou énormément d'architectes, ou Alto, enfin bref, dans un tas de différentes périodes. Hein. Alors, vert, je l'ai dit, c'est parce que c'est un matériau qui était ignoré par les étudiants. Pour eux, c'était rien, c'était du vide, c'était un rectangle transparent, mais qui n'existait pas. Oui. Donc, redonner l'intérêt sur la matérialité même du verre, surtout aujourd'hui, c'est fondamental. Et ça a été encore plus fondamental, d'ailleurs, avec les problèmes énergétiques, mais pas seulement énergétiques, c'est aussi une question de perception. On avait aussi la chance historique, on est dans une région de production verrière, hein, il y a Baccarat, Dôme, Vannes-le-Châtel, donc c'est aussi retrouver des savoir-faire qui étaient déjà locaux, parce qu'en fait l'industrie verrière en Lorraine, elle remonte au XVIIIe siècle, très, très rapidement. Et puis c'était bien sûr vers design et architecture. Je me rappelle que quand j'avais proposé le master, l'intitulé du master, certaines personnes tiquaient parce que le mot design était un mot franglais et qu'il aurait mieux valu trouver autre chose. Mais je tenais quand même à ce mot parce qu'il caractérisait bien ce qu'on veut dire, c'est-à-dire le matériau, son mode de production, sa conception, de l'objet à l'urbain. Qu'est-ce que tu abordais au travers de ce master? Donc c'est ça, c'est le matériau dans ses dimensions scientifiques, techniques, culturelles? Exactement. Oui. Scientifique, technique, culturelle. Moi, personnellement, je m'intéressais un peu plus aux dimensions culturelles. Ça ne va pas te surprendre. Notamment à l'histoire du matériau lui-même, parce que c'est un des matériaux, alors justement je disais, c'est un des matériaux les plus récents dans ses évolutions actuelles, mais c'est un des plus anciens.
il y a du verre dès les premiers siècles. Bon, il y a des très beaux objets en verre dans l'Antiquité et tout au long des siècles. Donc il y a déjà toute l'histoire du verre et de ses découvertes. C'est un matériau qui est très riche aussi parce qu'il est à la fois un matériau artificiel et naturel, un produit par l'homme, et en même temps on trouve du verre dans la nature elle-même, quoi. Et c'est aussi un matériau qui est artisanal et industriel. Enfin bon, c'est un matériau qui a multiples facettes, sans vouloir faire de jeu de mots, et qui est toujours lié à l'idée de la lumière et des espaces, même dans l'idée d'un objet. Oui, donc pour toi, c'était fondamentalement, enfin, ça te semblait quelque chose de très utile pour l'architecture. Alors c'était très utile pour l'architecture et ça permettait. Alors il y avait deux choses qui étaient importantes à dire. C'est que c'est d'une part un master universitaire, c'est-à-dire qu'il faisait appel à des formations de personnes qui n'étaient pas forcément que des architectes. Ça pouvait être des ingénieurs, ça pouvait être des plasticiens, ça pouvait être des industriels. Et j'ai eu comme étudiants des gens très atypiques. J'ai eu un industriel qui était propriétaire de 40 usines de production de verre. Quand on voit ce qu'est une usine de production flotte, c'est quand même impressionnant. Il venait en avion pour assister aux cours chaque semaine à Nancy, depuis la Suisse. J'ai eu des conservateurs du patrimoine, des maîtres verriers, enfin des graphistes, des commerciaux. Et tout ça, ça créait aussi un dialogue et des approches aussi plurielles, très très intéressantes, que le matériau permet très très facilement. Et puis surtout cette idée de reprendre l'idée du design avec ses méthodologies conceptuelles, quoi. Faire un objet, c'est Jean Prouvé qui disait faire un siège est plus compliqué que de faire une maison. C'est-à-dire une exigence du détail, de tous les tenants et aboutissants d'un objet, y compris même dans sa dénomination. Alors on avait des exercices réels comme ça. Et donc, en fait, toi, dans ton travail, tu as déplacé cette exigence de maîtrise du processus à l'échelle de l'architecture, on pourrait dire. Tout à fait, oui. C'est quelque part, voilà, finalement, c'est valoriser le travail de conception. C'est essentiellement le travail de conception. C'est valoriser, c'est être au cœur même, je dirais, du travail de conception. Et parce que le travail de l'architecte, c'est aussi le chantier. On a peut-être des fois tendance à surinvestir la séparation entre la conception et le chantier. Oui, c'est une grave erreur. Voilà, comment tu l'as vécu? Ça, c'est une grave erreur. Alors déjà, j'avais l'avantage, en premier projet de la DDE de Bar-le-Duc, c'était mon premier chantier réel. Pas tout à fait, parce que j'avais déjà fait des chantiers, j'avais déjà eu des visites de chantier, notamment avec Henri Prouvé. J'avais d'ailleurs visité le chantier de l'école d'architecture dans laquelle j'allais faire mes études par la suite. Bon. Mais comme c'était quand même pas une expérience très très forte, bon, heureusement j'avais aussi les conseils de Stanislas Fischer, avec qui on dialoguait beaucoup. On avait créé des liens très amicaux. Des fois même intenses dans des débats, parfois notamment sur l'architecture. Mais l'idée de la mise en œuvre, de la conception technique de l'objet, je la maîtrisais, mais en même temps, j'étais curieux d'en apprendre. J'apprenais avec les ingénieurs quand on dessinait les panneaux préfabriqués, avec celui qui fabriquait. J'essayais alors tout un dialogue sur justement les préoccupations des uns des autres et comment comprendre celui qui fabrique l'œuvre, le maçon, le plâtrier, et dialoguer avec lui. Et ça, c'est très très intéressant. Et ça rejoint tout à fait une conception du designer, quoi. Quels sont les outils de production, quels sont les moyens, et comment, grâce à des concepts nouveaux et une réflexion, vraiment sans prétention, une véritable réflexion, transformer ces moyens et leur donner une valeur supplémentaire, quoi. Je crois que c'est Alvar Aalto qui disait l'architecte, c'est celui qui transforme une brique de terre cuite en brique or, quoi. C'est un peu ça. Comment on change la doxa d'un matériau ou d'une technique pour en faire vraiment
une œuvre d'architecture. Ouais, avec du coup sa dimension culturelle, si je puis dire. Sa dimension culturelle. On a un petit peu, tu m'as parlé un petit peu du mot architecture, et en parlant par exemple notamment du premier radical archi. Je sais que tu travailles beaucoup sur cette étymologie du mot architecture. Tu avais fait une conférence qui est d'ailleurs enregistrée, qu'on peut voir sur Internet, une conférence en 2015 qui s'appelait « Étymologie de l'architecture ». Oui, c'est un travail qui est en même temps lui-même réflexif par rapport à ce que j'ai vécu et comment j'ai conçu les choses dans ma carrière professionnelle avec Patricia. Alors, c'est assez drôle parce qu'en fait, pour moi, ce mot architecture, alors je dis bien architecture, pas que architecte. Oui, architecture, c'est déjà trois radicaux d'origine grecque. Oui. Enfin, le premier, c'est l'arché, c'est vraiment ceux qui dirigent le projet. Alors, ceux qui dirigent le projet, c'est pas forcément l'architecte. C'est quelle est ce que Jean-Pierre Éperon appelait la problématique, la construction d'une problématique qui, elle, va diriger et orienter les choix hiérarchique. D'ailleurs, dans hiérarchie, on entend aussi le arché et le archi, hein, qui va donner des hiérarchies dans les différents objectifs qu'on peut avoir et qui va structurer finalement une démarche. Donc, c'est cet arché. Arché, je l'ai dit tout à l'heure aussi, c'est à la fois le commencement. J'étais très impressionné que les premiers traits, les premières pensées, des fois se révèlent au fur et à mesure de tout un travail de conception et de réflexion, mais étaient déjà présentes dès le départ, quoi. Le commencement, c'est vraiment quelque chose de très important. Et d'ailleurs, dans mon enseignement à l'école d'architecture, je disais toujours à mes étudiants, faites attention à comment vous commencez un projet et par où vous le commencez. Commencez à réfléchir sur le commencement, parce que c'est fondamental. On le retrouvera comme une catapulte à la fin. Exactement. Alors que souvent, l'étudiant ou les architectes, ça m'avait beaucoup impressionné dans les différents stages que j'avais faits en tant que technicien. Les architectes se précipitent. Ils ont une sorte d'angoisse de la feuille blanche, donc ils se précipitent sur une première production, sur une première esquisse qui est parfois arbitraire. Alors des fois, elle tombe juste, des fois, il y a une bonne intuition, mais des fois, c'est aussi quelque chose qui va dans une impasse ou qui donne quelque chose d'anormal. Donc, l'arché. Et l'arché, c'est aussi ce qui est antérieur, c'est-à-dire toutes les références, tous les architectes antérieurs, ou les lieux, ou les édifices antérieurs. Voilà. Donc, c'est trois composantes à la fois anciens, ceux qui commandent, qui est quand même le plus fondamental, et puis ce qui commence le projet, ça se rejoint dans cette première étymologie du premier radical. Mais il y a un second radical qui est extraordinaire, qui est le tectone, le tect. Albertini, tecta, tecton, tectum en grec, en latin. Mais l'origine, c'est le tectone, c'est grec. Et les philologues allemands du XVIIIe siècle vont faire beaucoup de recherches sur la dénomination des différents termes grecs, et notamment réfléchissent sur la tectonique, et commencent à dire mais la tectonique, c'est le tectone, et le tectone, c'est pas le charpentier, déjà on s'aperçoit que c'est aussi bien le maçon, le peintre, celui qui tisse. Enfin, qu'il y a de la tectonique dans plein d'autres choses que la charpente bois, même si le matériau bois est un des premiers, c'est certain. Et surtout, ils vont dire, mais le tectone, c'est un architecte. L'architecte, c'est un tectone, quoi. Ça, c'est assez fondamental. Ce n'est pas quelqu'un qui dirige les tectones, c'est un tectone comme les autres, mais qui se donne comme mission, comme responsabilité, le mot est plus juste, de guider les autres qui collaborent à l'édifice. En plus, quand j'ai interrogé mes étudiants sur qu'est-ce que la tectonique les évoque, dans 95% des cas, c'est la tectonique des plaques. C'est la géologie qui arrive. Mais il faut savoir que cette tectonique des plaques, elle est héritée d'abord d'un discours d'architecture. C'est-à-dire que c'est la géologie qui a emprunté un concept d'architecture
la tectonique, pour qualifier le mouvement des plaques sur la croûte terrestre. Voilà. Et la tectonique, c'est finalement la mise en œuvre, l'adjonction, l'harmonie des choses, la composition, la construction même matérielle des choses. Quelque chose qui va vraiment être très très importante et qui est au cœur même de l'acte de construire, mais d'un acte de construire qui est réfléchi par toute une histoire, par toute une archée, hein, toute une série de tentatives antérieures et parfois même aussi de doctrines, de prise de position. Et puis il y a le dernier radical, Ur, qui est finalement... Alors le premier, j'ai oublié de le dire, arché, ça désigne la tête aussi, hein, le chef. Ah oui, le chef, celui qui conduit, le chef, donc la tête. Et Ur, ça désigne la queue. En grec, dans un animal, la queue d'un cheval, c'est Oura, c'est ce qui est à la fin, quoi. Et ça pose la question de quelle est la finalité de l'architecture, ou quelle est la finalité de faire de l'architecture. Et cette finalité peut avoir multiples. Elle renvoie justement au jeu entre l'arché et la tectonique, entre ce qui dirige le projet et la manière dont il est élaboré. Enfin voilà, on pourra en parler pendant très longtemps parce que c'est quelque chose qui me passionne. On comprendra aussi que mon diplôme qui mettait l'accent sur les mots, sur la construction dans les mots, est aussi un peu présent dans cette réflexion. Et la finale Ur désigne aussi la pratique, au même titre que peinture, tout sculpture, à fait, gravure. Absolument. Alors, même en français, d'ailleurs, le suffixe ur désigne simultanément un champ opératoire. La peinture, c'est une discipline, je dirais une discipline. La peinture, l'architecture, la sculpture. D'ailleurs, dans le plafond de l'école des Beaux-Arts de Nancy, il y avait les 4 cartouches. Les 4 Beaux-Arts. Architecture, peinture, gravure, sculpture. Voilà, donc ça désigne une discipline. Ça désigne, bien sûr, en français tout le monde le sait, une production matérielle. Une peinture, c'est ce que je vois, c'est l'objet qui est affiché sur le mur. Et ça désigne aussi le mode de production, c'est-à-dire l'acte même qui le produit. C'est-à-dire je suis en peinture, je fais une gravure, par exemple, je grave. Et c'est à la fois le résultat de l'acte, mais l'acte lui-même, la pratique. Et est-ce que ce ne serait pas ça qui rendrait si difficile dans notre discipline, l'architecture, justement le travail de praticien et de théoricien, finalement, parce que le terme lui-même renvoie à la question de pratiquer. Mais c'est surtout un peu comme pour le chantier et la conception, c'est surtout cette espèce de dichotomie qu'on fait tout le temps entre la conception et la réalisation, entre le caractère réflexif et le caractère professionnel. C'est une division qui, à mon avis, n'a pas de sens, quoi. Et là, les architectes italiens m'ont beaucoup aidé à comprendre ça, parce que des gens comme Ernest Nathan Rogers et d'autres dirigeaient en même temps des revues d'architecture, Casabella, Domus, avaient une vraie réflexion théorique sur l'architecture et en même temps avaient une vraie pratique. Donc il n'y avait pas de différence, je crois que c'est Jean-Louis Cohen qui a très très bien pointé ça dans un de ses derniers ouvrages, il n'y avait pas de différence entre les intellectuels d'un côté et les praticiens architectes, quoi. Les architectes pouvaient être aussi des figures intellectuelles, ils étaient complètement en droit de le revendiquer, c'est pas seulement des gens qui savent faire des édifices, mais c'est des gens qui savent surtout penser un environnement. Et Dieu sait si c'est important aujourd'hui, y compris avec tous les enjeux. Oui. Tu as fait d'ailleurs récemment une conférence toujours à l'école d'architecture de Nancy qui s'appelait, et c'est peut-être l'évocation aussi de ce parcours étymologique, architecture, antériorité, préexistence. Voilà. Alors, dans laquelle tu parcourais justement ces architectes italiens qui font la transition entre le rationalisme et le modernisme. Tu l'expliquais très bien. Finalement, cette question d'architecture, antériorité, préexistence,
Elle renvoie peut-être à une dernière question que je voulais aborder avec toi, qui est celle de la mémoire de l'œuvre et de la mémoire de ton œuvre, de votre œuvre avec Patricia. Vous êtes intervenu sur l'œuvre d'autres confrères et consoeurs. Demain, peut-être d'autres interviendront sur votre œuvre. Comment cette question... Ça, c'est une question. C'est une question qui reste une question. Voilà. D'ailleurs, j'aimais bien l'enseignement de Jean-Pierre Héperon parce que justement, il disait que la question est plus fondamentale, quoi. Il faut qu'elle reste question. Et ça, c'est très important de le dire. Les architectes, c'est pas des gens qui donnent des réponses. Moi, ça m'avait surpris quand je faisais des stages avant ma formation personnelle, chez d'autres architectes, qu'ils étaient extrêmement attentifs à donner des réponses, à toujours répondre, quoi. Et il faut accepter simplement d'avoir une question et de la garder comme question. Et c'est cette question qui peut devenir justement un véritable archet, un fil conducteur qui va creuser le projet lui-même, quoi. Donc, restons sur les questions, c'est encore des interrogations. Alors, le travail que je me donne en ce moment, c'est peut-être de reclasser mes archives, parce que j'ai beaucoup de dessins, beaucoup de photos, donc déjà d'essayer de le remettre un peu en ordre et de pouvoir transmettre un matériau qui peut après servir déjà aussi à des chercheurs, oui, comme une archée. Je suis assez attentif aussi à suivre toujours les réalisations qu'on a faites. Je suis intervenu encore récemment sous le Conseil général lors de projets de transformation. Je créais souvent des liens très très forts et amicaux avec des maîtres d'ouvrage, mais pas seulement au moment de la construction, mais par la suite, quoi. Par exemple, des gens comme Michel Dinet, qui était président du Conseil général, faisait tout le temps appel à moi dès qu'il y avait une transformation dans l'édifice. Donc le suivi comme ça, parce qu'on a très vite des édifices qui peuvent être dénaturés, et je le regrette sur certains édifices. Voilà. Mais l'héritage, il n'est pas seulement dans la réalité matérielle des édifices, il est aussi dans tout ce qui les a suscités, quoi. Ouais. Toutes les interrogations. Et peut-être dans les finalités, on disait, quelle finalité, peut-être je disais, c'est un lieu de vie, un lieu de bien-être, un lieu qui permet de développer les personnes qui le vivent, hein. Ça me paraît être une vraie finalité, et surtout qui ouvre à autre chose que simplement un repli sur l'œuvre elle-même, un repli frileux, quoi. Donc c'est ça, j'aimerais le transmettre, effectivement.